Lorsqu'on évoque les grandes guerres du passé, on identifie souvent le moment décisif où une bataille a été gagnée ou perdue. Stalingrad, Hastings et Midway illustrent des moments où le cours des événements a changé l'issue de leur conflit. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à l'un des plus grands et des plus importants tournants de l'histoire mondiale, la bataille de Gettysburg. Cette bataille de 3 jours a eu lieu durant la guerre de sécession, un conflit majeur opposant les États du Nord de l'Union à ceux du Sud confédérés. Entre le 1er et le 3 juillet 1863, des milliers d'hommes des deux camps se sont engagés dans une bataille sanglante et tactique dans le bourg et la ville de Gettysburg, dans l'État de Pennsylvanie. L'assaut féroce a mis fin aux intentions de la Confédération de fonder une nation indépendante, après que l'Union, sous le major-général George Meade, ait vaincu l'armée de Virginie du Nord du général Robert E. Lee, les obligeant à battre en retraite puis à se rendre. Rejoignez-nous alors que nous enquêtons sur ce qui s'est passé avant et pendant ces 3 jours frénétiques, ce qui a conduit à un changement à jamais des États-Unis d'Amérique et du monde entier. Bienvenue sur Guerre du Monde. Voyons à quel point la guerre en était avant le célèbre conflit en Pennsylvanie entre le 30 avril et le 6 mai cette année-là. Le général Robert E. Lee avait remporté d'importants succès à Chancellorsville et dans la vallée de Shenandoah avant de se concentrer sur Gettysburg. Ce serait la seconde tentative du général pour infiltrer les États du Nord, sa première attaque ayant échoué à Antietam l'an passé. Lee ordonna à son armée de 72 000 hommes de profiter de leur campagne pleine de confiance, tout en motivant ses troupes à venger la mort de Thomas J. le Stonewall Jackson. 3 corps de troupes furent réunis sous le commandement des lieutenants généraux James Longstreet, E Corps, Richard S. Ewell, de 6e Corps, et Ambrose Powell Hill, et 3e Corps. Après la défaite de Chancellorsville, Joseph Hooker, commandant de l'armée du Potomac, fut remplacé par le major-général George Gordon Meade sur décision du président Abraham Lincoln. Meade ordonna aussitôt à son armée d'affronter l'armée confédérée déjà présente dans le sud de la Pennsylvanie. Le 29 juin, Robert Lee ordonna de rassembler les forces près de Cashtown à 13 km à l'ouest de Gettysburg. Le lendemain, le 3e corps de Hill, sous le brigadier général J. Johnston Pettigrew, entra dans la ville. Il y vit des cavaliers de l'Union arriver sous les ordres du major général John Buford. Pettigrew retourna à Cashtown pour faire son rapport et planifier la suite. Malgré la minimisation du rassemblement par ses supérieurs, il décida, contre les ordres de Lee, d'attendre plus de troupes confédérées. Il envoya une force de reconnaissance observer l'armée du Nord vers 5 heures du matin. Le mercredi 1er juillet 1863, 2 brigades de la division du général Henry Heth descendirent sur Gettysburg. Lee ordonna à Ewell d'attaquer Cemetery Hill, mais Ewell refusa car les troupes de l'Union semblaient trop fortes pour une attaque directe. La crête, appelée aussi Little Round Top, paraissait bien défendue sous Winfield Scott Hancock. Alors que la division de Heth avançait à l'est sur Chambersburg Pike vers 7h30, la brigade rencontra un léger conflit avec la cavalerie de l'Union. Avant midi, la brigade confédérée avançait à l'est vers McPherson Ridge et affrontait la résistance du major-général John F. Reynolds. Bien que Reynolds ait établi sa défense, il fut tué au début de la bataille et le major-général Abner Doubleday prit alors le commandement. À ce moment, la brigade du brigadier général Pettigrew arriva, débordant le 19e Indiana et repoussant la Iron Brigade. Malgré leurs lourdes pertes, au 26e régiment de Caroline du Nord, la Iron Brigade, Black Hats, fut progressivement repoussée hors des bois vers Seminary Ridge. L'élan revenu pour les Confédérés,
Le lieutenant-général Hill reçut le renfort de la division du major-général William Dorsey Pender. Ensemble, ils repoussèrent encore davantage le premier corps de l'Union. Les affrontements s'intensifiaient à l'ouest, tandis que 2 divisions du 2e corps d'Ewell avançaient vers Gettysburg par la route de Carlisle et Harrisburg. Au même moment, le 11e corps de l'Union du major-général Olivier O. Howard se dirigea vers le nord sur la Baltimore Pike et la route de Tonytown vers 14 heures. Les divisions du 2e corps débordèrent les 11e corps de l'Union au nord de la ville. Les brigades du colonel Edward A. O'Neill et du brigadier général Alfred Iverson subirent de lourdes pertes. Cependant, le brigadier général François C. Barlow, avocat et homme politique de l'Union, ordonna à ses troupes du 11e corps d'avancer vers Blotcher's Knoll, espérant se placer en position pour faire face à la division de Rhodes sur Oak Hill. Cette zone, aujourd'hui Barlow's Knoll, fut submergée par le général Jubal Early, aussi homme politique et avocat. Les hommes de Barlow furent vaincus et le général blessé pendant l'affrontement. Au fil de l'après-midi, les brigades confédérées semblaient submerger les défenses de l'Union au nord et à l'ouest de Gettysburg. Le major Howard ordonna à ses hommes de se replier au sud, sur Cemetery Hill et les hauteurs, pour rejoindre l'équipe du général von Steinwehr. Après avoir appris la mort de Reynolds et les pertes croissantes, le major général Meade confia la direction du champ de bataille à son ami, le major général Winfield S. Hancock. Hancock pensait que Gettysburg était un tournant et un champ de bataille favorable à l'armée de l'Union. En disant, je cite, « Je pense que c'est la position naturelle la plus forte pour livrer bataille que j'ai jamais vue. Je choisis cet endroit comme champ de bataille. » Bien qu'il n'ait pas participé militairement au début du conflit, l'attitude, la détermination et la confiance de Hancock ont galvanisé ses hommes. Ainsi, les troupes de l'Union abordèrent le 2e jour de la bataille de Gettysburg. Après que le premier jour ait vu un quart de l'armée de Meade, soit 22 000 hommes, et un tiers de l'armée de Lee, soit 27 000 hommes, combattre, mourir et épuiser de nombreux aspects de leurs conditions physiques et de leur arsenal militaire. Le 2e jour était déjà là. Les lignes défensives de l'Union ont été réorganisées en crochets pour repousser les forces sudistes. Le général Lee a ordonné une attaque du flanc gauche à Little Round Top, le champ de blé, Devil's Den et le verger de pêcher, jusqu'au flanc droit à Culp's Hill et Cemetery Hill. Les forces de l'Union ont surpris en tenant la ligne et revendiqué une victoire mineure sur les Confédérés malgré de lourdes pertes. Dès lors, plus de temps à perdre alors que la violence s'intensifiait sur le champ de bataille. Sur le flanc gauche, Lee ordonne à Ewell d'attaquer Culp's Hill et Cemetery Hill avec son 2e corps. Après avoir appris la résistance de l'Union, cette diversion a laissé les hommes de Meade exposés sur la gauche et a mis en évidence un sentiment de confusion et de mauvaise communication sur les lignes confédérées. Chef de la cavalerie de l'armée de Virginie du Nord, James Ewell Brown, Jeb Stuart était souvent absent du champ de bataille. Selon Lee, la tourmente serait finalement rectifiée. Et il rejetterait par la suite les accusations selon lesquelles ces décisions auraient mis les hommes de Meade en danger. La capture de petits convois avait empêché ces hommes d'emprunter une route d'évasion prévue. Les attaques coordonnées et la réorganisation des lignes militaires continueraient l'après-midi, chaque camp cherchant à surprendre l'autre et à consolider ses positions. Autour de Gettysburg, la division gauche du général Longstreet, commandé par le major général Lafayette McLaws, affronta directement le 3e corps du major général Daniel Sickles. Sickles avait ignoré un ordre d'envoyer ses hommes ailleurs et était parti à l'ouest, pensant que la position offrait un meilleur point de vue et une meilleure défense. Au verger de pêcher, qui était situé au nord-est le long de la route d'Emmitsburg. Cependant, les divisions du brigadier général André A. Humphreys et du major général David B. Burney furent rapidement attaquées par les Confédérés vers 15 heures. Meade n'eut d'autre choix que d'envoyer 20 000 renforts, ce qui comprenait l'ensemble du vieux corps. La division du brigadier général John C. Cowell du 2e corps, la majeure partie du 12e corps et des sections du 6e corps. L'artillerie de McLaws attaqua le 3e corps dans le verger de pêcher où Sickles perdit une jambe touchée par un boulet de canon.
Animés d'une nouvelle confiance, ils avancèrent vers la vallée de Plum Run, appelée aussi Vallée de la Mort. Mais la division des réservistes de Pennsylvanie du Vercors, descendue discrètement de Little Round Top, les repoussa. Les victoires alternaient alors que la deuxième division de Cowell fut complètement décimée par un assaut confédéré. Ils ne se sont pas rendus sans combattre, car la division du général Richard H. Anderson, venue renforcer l'aile gauche de Maclo, n'a pas tenu face à leur dernier baroud d'honneur. Et la charge à la baïonnette du 1er régiment du Minnesota Little Round Top étant le point stratégique clé du champ de bataille. Le chef ingénieur Meade, le brigadier général gouverneur Kay Warren, a déployé le colonel Strong Vincent du 83e régiment d'infanterie de Pennsylvanie et le 140e régiment de New York pour renforcer leur position sur l'arène. Alors que les combats éclataient partout à Gettysburg, notamment à Wheatfield et Devil's Den, la brigade de Vincent a repoussé la vague d'attaque des divisions confédérées. La défense de Little Round Top a culminé avec le colonel Joshua L. Chamberlain et le lieutenant Holman S. Melcher du 20e régiment du Maine menant une charge héroïque à la baïonnette, assurant la victoire à ce poste. Chamberlain a reçu la médaille d'honneur pour cette bataille défensive, et cela est considéré comme un tournant majeur du deuxième jour de la bataille de Gettysburg. Cet exploit de l'armée de l'Union rendit furieux le lieutenant-général Ewell, qui ordonna alors 2 heures de tir d'artillerie intense pour anéantir l'ennemi. Cela n'a pas découragé les défenses de l'Union et les combats ont continué. Pendant ce temps, à la colline de Culp, la division du major général confédéré Edward Johnson traversa Rock Creek pour attaquer l'Union. Les forces présentes, dont le 12e corps et une brigade new-yorkaise dirigée par le brigadier général George S. Greene, furent ensuite envoyées vers le flanc gauche pour soutenir leurs camarades, laissant la partie basse de la colline de Culp apparemment vulnérable. Heureusement, les hommes de Greene ont repoussé les confédérés grâce à des renforts de dernière minute du 1er et 11e corps. De même, le général Jubal Early pensait pouvoir déjouer et percer les troupes du 11e corps de l'Union à Cemetery Hill. Il a envoyé des ordres aux brigades de Harry T. Ace et Isaac et Avery pour percer les défenses et les retranchements de la 2e brigade du colonel Andrew L. Harris, 1re division et 11e corps. Il y eut de nombreuses pertes après l'attaque brutale, Harris perdant la moitié de ses hommes. Pourtant, les divisions de l'Union ne reculèrent pas et ripostèrent avec tout ce qu'elles avaient à leur disposition, blessant Avery lui-même et forçant Ace à retirer ses hommes. Après qu'il fut clair que le soutien confédéré n'arriverait pas de sitôt, il fut rapporté que la division de Robert Herod viendrait en aide à Ace et Avery. Cependant, une mauvaise communication et un manque de préparation les empêchèrent d'atteindre Cemetery Hill à temps pour renforcer l'attaque. En fin de 2e journée de combat, l'Union prenait l'avantage tandis que les troupes d'Early battaient en retraite. Les deux armées ont subi des pertes extrêmement lourdes, avec environ 9000 morts de chaque côté. En ajoutant les combats des jours précédents, le nombre de morts atteignait 35 000. Ainsi, après 2 jours de stratégie, de lourdes pertes et de victoires alternées entre les deux armées, le 3e et dernier jour allait arriver. La victoire devenait cruciale pour triompher et gagner la guerre de sécession américaine. Le matin arriva, les deux camps restant sous le choc de l'assaut de 7 heures à la colline de Culp. Alors que les forces confédérées du général Lee étaient en retraite et que les troupes de l'Union pouvaient se regrouper et réaffirmer leur position, Lee proposa un nouveau plan, le déploiement de 3 divisions distinctes contre l'Union. Le centre sur Cemetery Hill, commandé par le major général George Edward Pickett, officier de l'armée de Corée, dont le nom deviendra synonyme du 3e jour de la bataille. Environ 15 000 soldats avancèrent vers l'ennemi, traversant des champs ouverts et exposés lors d'une attaque risquée et désespérée. Les hommes progressaient à découvert. Lee ordonne à Longstreet de faire attaquer le 2e corps de l'Union par la division de Virginie de Pickett, son 1er corps, et 6 brigades du corps de Hill. Position depuis la droite de la crête, vers 15 heures, ce qui allait devenir la charge de Pickett commença. L'assaut d'artillerie précédent commença par un barrage confédéré de 150 à 170 canons tirant sur la position de l'armée de l'Union, la plus grande attaque d'artillerie de la guerre. Étonnamment, il n'y eut aucune riposte immédiate du brigadier général Henry Jackson Hunt.
Ces hommes devaient économiser un maximum de munitions et tenir 15 minutes sous la première tempête d'artillerie. L'ordre fut donné de tirer avec 80 canons de l'Union sur les hommes de Pickett, alors encore vulnérables, dans les champs ouverts, soutenus par des renforts du corps de Trees. L'attaque confédérée fut repoussée. La manœuvre défensive échoua à supprimer la menace lorsque la brigade du brigadier général Louis A. Armistead de la division Pickett perça les lignes de l'Union. Au point culminant de la Confédération, les soldats d'Armistead ont combattu au corps à corps leurs adversaires du Nord, utilisant fusils, baïonnettes et pierres pour tuer ceux qui se trouvaient devant eux. Armistead tenta de retourner les canons de l'Union mais fut tué après avoir vu qu'il n'y avait plus de munitions. De même, les hommes de Pickett ne résistèrent pas à la riposte de Hunt, et les 2/3 de sa division périrent lors de la charge. Le site de la charge de Pickett fut appelé Champ de cavalerie Est dans les milieux militaires et géographiques. Le second affrontement fut une défaite pour la cavalerie de l'Union face à l'infanterie confédérée. Beaucoup estiment que la victoire fut due à des tactiques de cavalerie insuffisantes. Ce lieu fut appelé Champ de cavalerie Sud. Bien que la tentative de blitz du général Pickett contre la position de l'Union à Cemetery Hill se soit soldée par un échec, la guerre se poursuivait encore sur différents fronts. Au même moment, la division de cavalerie de Jeb Stuart, 3 brigades et la brigade Jenkins furent envoyées protéger le flanc gauche confédéré. Les officiers, informés, pensaient tirer parti de la mission ratée en contournant le flanc droit de l'Union pour se placer derrière l'infanterie ennemie face à l'incursion confédérée. Les hommes de Stuart affrontèrent alors les forces de l'Union. À 48 km au nord-est de Gettysburg, les forces de Stuart affrontèrent la division du brigadier général David McMurtry Gregg et la brigade de Custer de Kilpatrick. La bataille se termina sur une impasse, aucune des deux parties ne prenant l'avantage. Cependant, l'Union revendiqua la victoire, car Gregg et Custer réussirent à contrecarrer le plan d'invasion de Stuart, à l'arrière de la colline du cimetière. Après que le brigadier général Judson Kilpatrick eut appris que les troupes de l'Union avaient tenu la ligne, infligé de lourdes pertes aux Confédérés et empêché leur progression dans les environs. Il lança aussitôt une attaque de cavalerie contre l'infanterie du corps de Longstreet au sud-ouest de Big Round Top. L'escadron avança vers l'arène, très accidenté et boisé, rendant la progression difficile pour leurs chevaux. Il devait aussi supposer que les hommes de Longstreet étaient armés et attendaient une riposte. Le plan aboutirait finalement à une nouvelle hécatombe des deux côtés, en particulier du côté de l'Union. Il est à noter que le brigadier général Elon J. Farnsworth s'est opposé à cette action, mais il a reçu l'ordre d'attaquer la cachette des Confédérés. Farnsworth, ainsi que beaucoup de ses hommes, furent tués au cours de 5 assauts infructueux. Alors que la bataille de Gettysburg touchait à sa fin, les deux armées avaient accumulé environ 50 000 pertes. Les rapports indiquaient que l'Union avait perdu 23 055 hommes, 3 155 furent tués, 14 531 blessés et 5 369 capturés ou portés disparus. Au même moment, la Confédération avait subi environ 23 231 pertes, dont 4 708 tués, 12 693 blessés et 5 830 capturés ou portés disparus. Beaucoup d'auteurs estiment que la bataille de Gettysburg fut la plus brutale et meurtrière de la campagne, en confirmant que, durant ces 3 jours, plus de généraux ont été blessés, tués ou portés disparus. Non seulement les morts des hommes des deux camps ont été recensés, mais on estime également qu'entre 3 000 et 5 000 chevaux ont aussi été tués pendant le conflit. Le 4 juillet au matin, après la bataille, le major général George Meade ordonna à sa cavalerie de sceller les chevaux et de contourner l'arrière des troupes de Robert et Lee. Lors de l'affrontement, les troupes confédérées de Vicksburg se sont rendues au major général Ulysses S. Grant. En l'apprenant, Lee retira sa position défensive à Gettysburg avec ses blessés et chevaux et proposa un échange de prisonniers. Elle fut finalement refusée par Meade. Plus tard, les hommes de Lee étaient rentrés en Virginie, vaincus.
Meade avait envoyé une cavalerie de l'Union pour les suivre et s'assurer qu'ils retournaient, avec une brève escarmouche ayant eu lieu dans les montagnes. Au col de Monterey, où Hugh Judson fut tué, la cavalerie de Patrick captura 150 à 300 chariots et fit 1300 à 1500 prisonniers. Les combats ont duré jusqu'au 6 juillet, la cavalerie s'affrontant au corps à corps près de la rivière Potomac, dans la région de Williamsport-Hagerstown, Maryland. L'armée du général Lee était acculée et ne pouvait traverser le Potomac à cause du mauvais temps. L'infanterie de Meade, efficace pour traquer, encercler et tendre des embuscades aux hommes de Lee, restait insuffisamment impitoyable selon Lincoln. La campagne continua donc au sud de la Potomac jusqu'à la prochaine grande bataille de la guerre de sécession, Manassas Gap, le 23 juillet. C'est ici que le général Lee s'est échappé et que Meade a cessé sa poursuite. Le 19 novembre 1863, Abraham Lincoln prononça son discours le plus célèbre lors de l'inauguration du cimetière national de Gettysburg. Elle fut précédée d'un discours de 2 heures et 13 000 mots d'Edward Everett, célèbre orateur de l'époque. Le discours d'Edward Everett, bien répété et très détaillé, évoquait la Grèce antique, les guerres civiles anglaises et la guerre des 2 roses. Il conclut « Alors que nous faisons nos adieux à la poussière de ces héros martyrs, que, partout dans le monde civilisé, où ces récits de la Grande Guerre seront lus, et jusqu'à la dernière période du temps consignée dans les annales glorieuses de notre patrie commune, il n'y aura pas de page plus éclatante que celle qui relate les batailles de Gettysburg. » Fin de citation. Vint ensuite le président Lincoln qui attendit patiemment avant de prononcer son célèbre discours de seulement 272 mots. Bien qu'il ait d'abord été critiqué pour le peu de mots employés, le discours fut ensuite salué comme l'un des plus sincères et convaincants de l'histoire. L'allocution de Gettysburg de Lincoln est la suivante. Il y a 80 ans, il y a 7 ans, nos pères ont créé sur ce continent une nation nouvelle, née de la liberté et fondée sur l'égalité de tous. Nous sommes engagés dans une grande guerre civile qui teste si cette nation, ou toute nation ainsi conçue et dévouée, peut durer. Nous nous trouvons sur un grand champ de bataille de cette guerre. Nous sommes venus dédier ce chant en hommage à ceux qui sont tombés ici pour que la nation vive. Il est tout à fait juste et approprié que nous fassions cela, mais dans un sens plus large, nous ne pouvons pas dédier. Nous ne pouvons ni consacrer ni sanctifier ce sol. Les courageux, vivants et morts, qui ont combattu ici l'ont déjà fait, bien au-delà de notre pouvoir d'ajouter ou retrancher. Le monde prêtera peu d'attention et n'aura guère de souvenirs de ce que nous disons ici, mais il n'oubliera jamais ce qu'ils ont accompli ici. C'est à nous, les vivants, mais plutôt, d'être ici dévoués à l'œuvre inachevée que ceux qui ont combattu ici ont jusqu'à présent si noblement avancée. Nous devons être ici dévoués à la grande tâche qui nous attend. Que ces morts honorés renforcent notre dévouement à cette cause pour laquelle ils ont tout donné. Prenons ici une ferme résolution, que ces morts n'aient pas été vains, que cette nation guidée par Dieu renaisse dans la liberté, et que ce gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaisse pas de la terre. Le lendemain, Everett écrivit à Lincoln pour le féliciter et reconnaître son discours en disant « J'aimerais pouvoir me flatter moi-même. Être arrivé aussi vite à l'idée centrale de l'événement en 2 minutes, alors que d'autres mettent 2 heures. » Fin de citation. Après tout le sang versé, les batailles tactiques et la prouesse stratégique des 2 côtés de la fracture, c'est finalement l'Union qui fut victorieuse pendant la guerre de sécession américaine. Elle prit fin le 9 avril 1865 quand le général Robert E. Lee capitula et remit ses troupes à Ulysses S. Grant au palais de justice d'Appomattox en Virginie. La reddition finale des troupes confédérées eut lieu à Galveston, Texas le 2 juin. De nombreuses histoires, réelles ou fictives, ont été racontées au fil des ans sur la guerre de sécession, à des fins documentaires ou de divertissement. Une chose est certaine cependant, la bataille de Gettysburg, considérée comme le tournant du conflit, restera l'une des plus célèbres de l'histoire mondiale.
Nous vivons une époque de grands conflits, de la guerre en Ukraine aux troubles au Moyen-Orient. Bien que les humains n'aient pas toujours appris des erreurs du passé en défendant leurs convictions, ce message a été clairement illustré lors de la bataille de Gettysburg.